L'heure était aux grandes manœuvres. Les maisons s'organisaient pour établir la position à adopter, résorber les feux de l'animosité ou attiser les esprits de conquête. Des mois s'écoulèrent durant lesquels les provocations s'accumulèrent entre les maisons Absinthe et Aurore. De plus en plus, il semblait apparaître que la lutte à venir serait une lutte à mort. Alors que le soleil venait de se replier sous l'horizon, le battage d'une immense armée se fit entendre. L'air était empli de poussière et de l'avant-goût du carnage. Ces guerriers portaient la fin du monde dans leur fourreau. Au milieu des soldats, au regard plein de hargne, se dressait le grand roi Ébène. Dans ses yeux, on lisait les intentions plus clairement que dans n'importe quel discours. Il venait pour conquérir. Alors que les engins de siège martelaient la terre au rythme des tambours de guerre, et que chacun s'affairait aux derniers préparatifs précédant la bataille, les chefs Aurore et Absinthe reçurent une missive. Elle portait le sceau du Cerbère. Nous sommes au crépuscule d'une guerre sanglante. Dans chaque rang de nos armées, beaucoup d'hommes ne passeront pas la nuit. Les grèges temporisent et pensent que leurs sciences novatrices les sauveront. Les indigos pacifistes n'ont jamais pris parti dans ce conflit. Je connais le prix de la guerre. Pourquoi devrions-nous décimer nos hommes et nos ressources pendant qu'eux attendent, recroquevillés derrière leur haut rempart? Que nos trois maisons désignent un champion. Ensemble, ils devront parcourir le monde et trouver l'épée de Damoclès. Mais seul celui qui la brandira consacrera sa maison. C'est ainsi qu'au milieu des champs de bataille surgirent les trois héros qui devaient changer la face du monde. Ces derniers se retrouvèrent le matin suivant dans la bibliothèque de la capitale ébène, Muse. Bien que la collaboration soit nécessaire pour mener cette quête à terme, chacun savait qu'il devait être le seul détenteur de la lame. Malgré les apparences, l'atmosphère était lourde. Voyez-vous ça? Deux eunuques comme compagnons d'infortune. J'aime à penser que vous réfléchirez avec le bon organe lorsqu'il le faudra. Général Face, aussi prompt à dispenser des remarques acerbes qu'à recevoir des coups de burin. Du moins si l'on en croit tous les poivrons des maisons closes de Dragon. Retiens ta langue, Eldon. Tu ne voudrais pas finir ta quête avant qu'elle n'ait commencé? Charmante idée. Entretuez-vous séant. Mon voyage ne sera que plus paisible et mon succès entier. À ces paroles, les deux opposants se retournèrent pour accueillir leur troisième comparse. Eh bien, s'il y a un domaine où les ébènes excellent, c'est celui qui consiste à réconcilier leurs propres ennemis. Je m'étonne que tu aies été choisi pour cette tâche, Atlas. Il faut faire preuve d'un sacré courage, ou d'aucune dignité, te montrer avec toutes les rumeurs de paris truqués aux arènes de terre qui te précèdent. Mon cher Eldon, pour donner corps à toutes ces rumeurs, il faut faire preuve d'une certaine crédulité. J'espère que tu n'es réellement pas unique, car à défaut d'avoir ce qu'il te faut entre les jambes, ce n'est en tout cas pas par ton esprit que tu nous seras d'une quelconque aide. Assez! Nous n'avons pas de temps à perdre en vains règlements de compte. Cette épée ne se trouvera pas toute seule. L'épée de Damoclès était une arme mystique, forgée à l'origine du monde. On savait très peu de choses de sa légende, car ses différents possesseurs étaient tombés dans l'oubli. On lisait d'ailleurs que l'arme ne restait jamais longtemps entre les mêmes mains. Le travail de recherche qui suivit n'eut rien à envier au meilleur rat de bibliothèque d'horlogène. Chaque rayon fut passé au crible. Pendant que Face écuma la collection des mythes et légendes du lycancercle, Eldon parcourut l'ensemble des archives oubliées. Quant à Atlas, il fut ruté au gré de son intuition, passant des traités sur l'art de la guerre aux volumes dédiés aux créatures et autres entités mystérieuses. C'est dans ce dernier tome, alors qu'il s'amusait des caricatures graphiques de la Damoclès ou du spectre harmonique, qu'il entendit la douce et attirante voix de Face. Ramenez-vous par ici, j'ai trouvé quelque chose. Comme si c'est vous qui alliez nous faire progresser. Il s'agissait d'une collection cramoisie des temples d'un ordre monastique perdu. La plupart représentaient un guerrier massif accompagné d'un ours gigantesque. En guide de légende, on déchiffrait le montreur d'ours, gardien de la forge, protecteur de la dame. Personne n'avait jamais entendu parler de ce montreur d'ours. Plus étrange encore, jamais, de mémoire d'homme, il n'avait été mentionné l'existence d'une telle forge, dissimulée dans le cratère d'un volcan. La conjonction était simple. Si une arme légendaire avait dû être forgée, elle l'aurait nécessairement été dans de terribles entrailles.
Il n'y avait pas pléthore de volcans sur le Lycancercle. Le seul dont le cratère fut assez large pour héberger une forge était le mont Écarlate, une couronne ébréchée surplombant une chaîne de montagnes et dont l'ombre engouffrait toute terre alentour dès que le soleil atteignit son pic. Nous devons nous rendre là-bas. Partons dès ce soir. Si nous voyageons bien, nous y serons dans 2 jours. Plus tôt nous serons sur place, et plus tôt je mettrai la main sur cette épée. Quant à vous, si je soupçonne la moindre tentative malvenue, je n'hésiterai pas à vous tailler en pièces. Attendons d'y être. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là, et je crains que ce montreur d'ours ne soit le cadet de nos soucis. Eldon ne pensait pas si bien dire. Alors que le trio chevauchait à vive allure vers le mont Écarlate, le volcan sembla s'éveiller, comme si une force étrange le prévenait d'événements à venir. Le marécage qui les séparait de leur destination s'étendait à perte de vue. Au loin, masqués par un épais brouillard, on devinait les parois rugueuses de la roche et les courbes irrégulières des premiers relevés. Ici et là s'échappaient des fuméroles, laissant imaginer les sources d'eau chaude souterraines, naturellement alimentées par la chaleur émanant du volcan, et contrastant avec l'air glacial du bouclier. On distinguait à peine le cliquetis d'insectes dans les mares d'eau stagnantes. Le silence et la mort semblaient régir ce lieu. Nous devrions continuer à pied. Le sol n'est pas sûr pour les chevaux et ils risqueraient de nous engloutir sous leur poids. À ce moment-là, peut-être devrais-tu rester à quai. Ouais, nous en reparlerons, lorsque j'aurai à te tirer d'un sable mouvant à la force des bras. Cela n'arrivera pas, mon ami. Je vais nous trouver un chemin stable pour passer. Atlas faisait partie des Rossignols et d'Aisne, une faction minoritaire de la Garde Noire. Les rôles de pisteur et d'éclaireur n'avaient aucun secret pour lui. Aussi était-il un chasseur de primes parmi les plus redoutés des 5 royaumes. Tant bien que mal, ils parvinrent à trouver un chemin à travers le marais. Ils débouchèrent sur une zone plate et légèrement boisée, une sorte de no man's land qui les séparait du pied du volcan. Ils s'acheminèrent prudemment vers la grande chaîne de montagnes, conscients qu'ils avançaient désormais à terrain découvert. À mesure qu'ils s'approchaient, ils distinguaient un temple sculpté, à même la roche à l'intérieur duquel on devinait un escalier sinueux, permettant d'accéder au cratère. Tout occupés qu'ils étaient à détailler la structure, ils ne virent qu'au dernier moment l'imposante silhouette qui en barrait l'accès. Depuis longtemps, le volcan prédit votre venue, mais ici prennent fin vos projets malvenus. Je serai sans pitié, vous êtes prévenus. Repartez Céon d'où vous êtes venus. L'homme parlait d'une voix caverneuse, mais mesurée. Cependant, on sentait toute sa détermination. L'ours à ses côtés, en revanche, semblait démesuré, mais c'est sur l'épée qu'il brandissait que s'attardèrent les regards. Sa lame irradiait de puissance, la magie des dieux transpirait par sa garde, et sa beauté n'avait d'égal que la menace qu'elle représentait. Son aura seule suffisait à dissuader le plus émérite bretteur. Nous venons pour l'épée. Remets-la nous, et il ne te sera fait aucun mal. Résiste, et nous te l'arracherons de ta main encore chaude. Les absinthes que je représente doivent brandir cet artefact, symbole de puissance, pour soumettre le Lycancercle. Montreur d'ours, tu as l'air d'être réfléchi. Remets-moi l'arme, et je jure sur le trône d'aurore qu'elle sera le symbole d'un ordre nouveau, d'une terre unifiée sous la bannière du lion. Loin de moi l'idée de t'imposer quoi que ce soit. D'ailleurs, je doute que l'on puisse négocier avec ton ours. Je me demandais à quoi il était nourri. Son poil a l'air doux et soyeux. Je me rappelle du chien de mon ami Shiven. Assez! Je lis dans vos regards l'ambition et l'éclat. Vous n'avez pas les clés pour poursuivre au-delà. La dame forge l'épée pour de plus nobles cas. Accueillez le trépas, car vous ne passerez pas. À ces mots, l'ours fondit sur eux dans un grognement qui fit trembler la terre. Sa taille imposante n'était en tout cas pas un frein à sa vélocité, et il se jeta gueule béante sur Eldon, qui eut à peine le temps de sortir son arme. Dans le même temps, la magie de Face combinée aux flèches d'Atlas déferlait sur le montreur d'ours, dans un fracas assourdissant, mais l'arme du guerrier semblait en minimiser son porteur. Sans qu'il n'ait eu le temps de s'en apercevoir, celui-ci était déjà à leur portée, et il fallait à présent engager le corps à corps. Eldon balançait de grands coups de hache sur l'ours, mais chacun semblait n'être qu'une vulgaire griffure pour la bête.
Il prenait par ailleurs soin de rester à distance raisonnable de ces coups de patte titanesques, car il se savait condamné si le plan Ticrade prenait physiquement le dessus. Le montreur d'ours était de toute évidence un épéiste chevronné, car la taille de sa rapine n'était pas une gêne à sa mobilité et la fulgurance de ses attaques. Face et Atlas n'étaient pas trop de deux pour l'affronter, et l'âpreté du combat en fut aussi chaotique que la chorégraphie esthétique qui en résultait. Alors que le duo prenait petit à petit l'initiative, alternant les parades décisives et les contre-attaques meurtrières, Atlas fut distrait par le cri d'agonie d'Eldon, suffocant sous la demi-tonne de l'ours. Ce dernier, transpercé par un coup de hache transversale, s'était écroulé sur son pourfendeur, lui brisant l'échine et lui enfonçant le plexus. Eldon était tombé, asphyxié, les poumons écrasés, et le temps de distraction ayant entraîné sa chute avait suffi au montreur d'ours. Instant d'inattention. Le coup de pommeau que reçut Atlas à la tempe le fit vaciller. C'est précisément à cet instant où il sentait son corps se dérober sous ses pieds, dans cette sorte de semi-conscience brumeuse, que des images et des propos nébuleux lui parvinrent. D'abord, les mots du montreur d'ours remontèrent. Vous n'avez pas les clés. La dame forge l'épée. Puis, il se souvint du livre, Créature et entité mystérieuse, qu'il avait feuilleté à la bibliothèque de Muse, et du papier latin, La dame aux clés. et enfin de la légende accompagnant les étampes. Le montreur d'ours, gardien de la forge et protecteur de la dame. Tout devint limpide, et à présent il ne faisait aucun doute que l'épée de Damoclès décrite dans les légendes était en réalité l'épée de la dame aux clés. L'ébène, l'homme de sens, l'homme de théâtre, maître d'armes et poète accompli, se sentait stupide, plus aveugle que le plus ignare indigo. Mais il n'était pas trop tard. Dans sa chute, il entreaperçut Face venir à bout du montreur d'ours par un enchaînement martial qui démontrait que sa renommée n'était pas usurpée. Il ramassait triomphalement l'épée de son ennemi, avec cet air arrogant et satisfait qui caractérise si bien les élites absinthes. Il décida alors malicieusement de feinter sa mort, seul dépositaire des connaissances capitales nécessaires au succès de la quête, et attendit tranquillement qu'elle soit loin pour se relever. Ah! Le seul regret que j'ai est de ne pas assister à la mascarade grotesque que sera la cérémonie de son retour, et surtout de voir la honte qui s'abattra sur la maison absinthe lorsqu'ils s'apercevront qu'elle n'a pas la bonne épée. Enthousiaste à cette idée, il s'engouffra dans l'édifice de pierre et grimpa marche après marche l'escalier en spirale qui le séparait de son but. La chaleur s'intensifia à mesure qu'il progressait, signe qu'il approchait du gouffre. La pierre noircie reflétait la chaleur et un épais manteau dessus recouvrait les dernières marches. Il arriva, essoufflé, fourbu et en sueur face à une immense arche de pierre ouvrant sur une grande plateforme triangulaire. Ses yeux furent éblouis par l'éclat rougeoyant d'un vaisseau de l'avant-fusion, cheminant à travers la pierre surplombant le cratère et se dirigeant vers sa pointe, suspendue dans le vide. Il alimentait une forge majestueuse et qui semblait avoir été là depuis la nuit des temps. Atlas s'approchait quand des visions de temps immémoriaux l'assaillirent. Des images d'une guerrière immaculée, sacrifiée au bûcher. Il entendit une voix dans sa tête. Tu viens pour l'épée de flamme, mais sa lame ne se manifeste qu'en présence d'un désir ardent, d'une âme chatoyante et de larmes brûlantes. Telles sont les clés de sa création. Autrefois, je m'opposais à un roi despotique. Ma sentence arriva, brûlée en place publique. Mon désir pourtant n'était point hérétique. De toute mon âme, je préservais l'éthique. Et mes larmes arides de ce bûcher tragique sont le symbole épique de mon sort fatidique. Je fus l'ange vengeur donnant corps à la lame, première détentrice de sa langue de flamme. Depuis, je forge l'arme, l'éteins et la ravive. Je suis la Damoclès, sentinelle attentive. Atlas comprit qu'il devait justifier sa venue, et pour sortir vivant de cette confrontation face à cette entité fantasmagorique, il devait faire preuve de la plus grande finesse et de la plus fertile imagination, afin d'obtenir ce pourquoi il était venu. Aussi, il s'exprima en ces mots. Le grand roi Ébène a proposé cette quête pour éviter une guerre et des milliers de morts. Tel est son désir.
Les ébènes n'ont que faire de cette arme. Leur feu est ailleurs, intérieur. Ils les consument à travers leurs arts, leur poésie et leurs chants. Ils transcendent leur créativité. Telles sont leurs âmes. Il se trouva qu'au moment de plaider la troisième clé, celle des larmes, il eut une poussière dans l'œil, irrité par la chaleur, la suie et la poussière volcanique. Son talent d'acteur fit le reste. Je pleure encore la perte de mon compagnon d'armes, Eldon, comme je pleure votre montreur d'ours. Des sacrifices inutiles, des regrets éternels. Telles sont mes larmes. Un silence pesant s'abattit, la présence semblait avoir disparu, et dans un premier temps il se sentit suffocant, brûlant comme si le feu du volcan déchirait ses entrailles. Il pensa mourir, fou qui lui était de penser pouvoir berner un esprit si puissant. La chaleur l'envahissant était intenable, et il s'évanouit. Il se réveilla au pied des montagnes, un feu magique remonta le long de son bras, et imprégna tout son être. L'épée de feu se matérialisa dans sa main. S'estimant aussi miraculé que triomphant, il n'avait à présent qu'une hâte, rentrer à Muse et assurer la pérennité de la maison ébène à travers les âges.